Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Eh bien écoutez, nous sommes déjà mercredi 4 novembre. Donc je vais consacrer quelques minutes à l'élection présidentielle américaine et ensuite je vous passerai deux, trois photos très très intéressantes et on reviendra sur la situation française sur le Covid et les allers-retours ou les marches avant et les marches arrière du gouvernement. Les élections américaines, donc pour l'instant, on est à 238 grands électeurs pour Biden contre 213 pour Trump. Donc après 4 ans de mobilisation générale, du progressisme mondial, d'un acharnement médiatique total et ininterrompu, d'ailleurs inédit par sa puissance et son ampleur, malgré les mensonges, les humiliations, les manipulations, les stars de la chanson, du cinéma, tout Hollywood, Obama, les Black Lives Matter et toute la mauvaise foi du monde, Biden et son équipe n'ont pas réussi à prendre le net avantage que tous les sondages et experts prédisaient. C'est pratiquement presque une défaite personnelle, parce qu'en fin de compte, on s'imaginait qu'il avait 10 points d'avance. Et oui, c'est bien gentil de s'agiter tous les 4 ans, mais les élections, c'est aussi le baromètre de l'efficacité des manipulateurs et la faiblesse des manipulés. L'État profond, l'établissement parie sur la propagande. Les dés sont un peu pipés, Trump a tout le monde contre lui. Mais ça fait plaisir quand même, on peut se délecter, si vous voulez, de la sidération des élites qui sont déboutées, qui n'arrivent pas à passer, qui ne comprennent pas, malgré les sondages, que Biden ne soit pas passé tout comme dans un mouchoir. Enfin bref. Comme il y a 4 ans, en fin de compte, vous apercevez qu'il y a un gigantique effondrement de la supercherie médiatique qui nous a annoncé Biden comme grand vainqueur. C'était comme il y a 4 ans, Hillary buvait le champagne dans son avion, le temps que l'avion arrive, elle avait perdu. On peut dire qu'une grosse partie de l'électorat s'est libérée, en fin de compte, de l'emprise des médias de gauche et ces personnes qui votent pour Trump votent surtout pour, si vous voulez, la souveraineté. Donc, on va assister à un magnifique bazar sans nom et peut-être que demain, après-demain, on saura. Mais c'est vrai que c'est un système électoral qui mélange un vote populaire, un vote par État. C'est une situation qui peut vite tourner un peu, comment dire, très complexe, boueuse, surtout quand les candidats sont au coude à coude, des scores serrés, des points de vote qui ne sont pas encore dépouillés, des demandes de recompte, des soupçons de fraude, de part et d'autre de l'échiquier politique. Tous les ingrédients sont réunis pour transformer cette élection en une immense foire d'empoigne où aucun des deux candidats ne sera prêt à concéder la défaite. Ça a déjà commencé. Donc c'est une période pleine d'incertitudes. Leur économie se relève à peine d'une crise et la bourse n'aime pas ce genre de ballottement démocratique qui empêche en fin de compte de faire du business, ne le cachons pas, et de pouvoir faire des projections à plus ou moins long terme. Voilà. En fin de compte, Trump s'est bien défendu pour l'instant. Alors bon, c'est sûr qu'il déconne toujours avec ses déclarations triomphantes et pas vraiment apaisantes. Ça ajoute un peu plus de confusion encore. Tous les votes n'ont pas été comptés. Donc il y a des doutes persistants sur les votes encore restants, sur la façon dont se passera le dépouillement des votes par correspondance. Il risque d'avoir, en fin de compte, des problèmes juridiques, c'est sûr. Alors, c'est très. Enfin, on a épluché pendant 4 ans toute la vie de Trump. Ça a été passé au peigne fin par tous les démocrates afin de lui trouver un bon motif de destitution, c'est ce qu'on appelle l'impeachment, et ce sans succès. Et puis Biden, en fin de compte, on n'a jamais rien dit sur lui. Donc il faut croire peut-être qu'un jour, il y a des dossiers qui vont ressortir sur Biden, notamment du côté de l'Ukraine, le fils, la famille Biden
avait des liens avec une grosse société, Burisma, qui exploite, je crois, du pétrole, des mines. Et puis, il y a des accords avec les Chinois. Enfin bon, il y a des casseroles quand même sur Biden qui sont très très importantes. Voilà. Hein. Donc, il faut croire qu'on pourra peut-être penser que les équipes juridiques de Trump vont essayer de trouver tous les éléments possibles pour parler des turpitudes de Biden, hein, qui aura bien du mal à camoufler l'existence de certains éléments. Hein. Ça s'appelle Burisma Gate. Hein, voilà. Voilà, donc c'est une situation qui est déjà confuse. Et bien alors là, si jamais il y a encore des dossiers qui ressortent, on va partir sur une bataille juridique. Ça va être... voilà. Donc la Chine, la Russie doivent regarder avec attention donc, ce qui se passe aux États-Unis. Hein, on est bien d'accord. Alors, il y a un truc qui est très très soucieux. Biden, on vous dit 77 ans. Non. Là, dans 15 jours, il aura 78 ans. Il est né en 1942, fin novembre. Il a fait une grosse connerie, donc je pense quand même qu'il a des capacités intellectuelles un petit peu diminuées. Excusez-moi pour les personnes qui ont cet âge, mais il a fait une grosse gaffe hier. Donc, je vais vous expliquer. On a parlé ce matin de Trump qui racontait qu'il avait déjà gagné. Bon, d'accord, on a l'habitude, on y pousse toujours. Mais donc, il y a un discours du démocrate Biden qui a fait beaucoup parler outre-Atlantique. Et donc, avant le dépouillement, il se trouvait à Philadelphie, en Pennsylvanie, et il a donc rendu un vibrant hommage. Il est gaffeur aussi. Hein. Il avait un mégaphone à la main et accompagné d'une partie de son équipe, dont sa petite fille Nathalie, le concurrent de la course à la Maison Blanche, a voulu présenter sa petite fille Nathalie. Et puis en fin de compte, il a complètement confondu. Qu'est-ce qu'il leur dit à ces gens? Voici mon fils Beau, que beaucoup d'entre vous avez aidé à élire au poste de sénateur du Delaware, lance le candidat donc de 78 ans bientôt. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas son fils qui est à côté de lui. Son fils est décédé en janvier 2015 d'un cancer du cerveau. Et s'il a été élu durant sa carrière, c'est en 2006 et en 2010 au poste de procureur général et il n'a jamais été sénateur. Et donc, en fin de compte, les gens, si vous voulez, il y a un petit malaise. Oh, on me coupe 30 secondes. Après cette petite coupure, je reprends mon propos. Effectivement, donc Joe Biden, voulant présenter sa petite fille Nathalie, présente en fin de compte son fils décédé depuis 5 ans. Donc en fin de compte, il y a une absence, il y a un petit malaise parmi la foule en disant mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, le vieux là Et donc il faudra quelques secondes. D'ailleurs, oui, ce malaise était palpable, hein, parce que dans la foule face à lui, ils se sont tus les gens en disant mais comment, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et puis il faudra quelques secondes à ce candidat pour se corriger et présenter sa petite fille Nathalie. C'est la fille de Beau. Ah d'accord, c'est pas son fils, c'est sa petite fille, d'accord. Et donc, il est de nouveau applaudi. Hein. Ça donne de l'eau au moulin de ceux qui considèrent la santé de Joe Biden beaucoup trop fragile pour devenir le 46e président des États-Unis. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on pense que s'il devient président, sa colistière, qui sera vice-présidente, prendra la suite en cours du mandat. Hein. Soyez-en sûrs. Hein. Bon, je vous laisse 10 secondes, je vais vous passer 2-3 photos et vous allez voir ce qui se passe. A tout de suite. Merci. Bien, donc vous avez vu, Leclerc ne manque pas d'humour, et effectivement c'est véridique, hein, on a le droit de boire du pastis, ça dégage 15 € pour l'État, par contre, intellectuellement, s'enrichir avec de la lecture, ça ne rapporte pas grand-chose au fisc. Alors, la raison, paraît-il, est la chose la mieux partagée au monde. Où est la raison d'ailleurs? Obéissez, notre État, notre gouvernement nous dit obéissez sans réfléchir. Mais en France, ce principe a toujours été voué à l'échec. Hein. Ce dispositif deuxième vague comporte des incohérences qui sautent aux yeux de tout un chacun. Les bureaux de tabac sont ouverts,
Mais les libraires et les fleuristes sont fermés. En quoi les librairies et les fleuristes sont-ils plus susceptibles de transmettre le Covid-19 plutôt que les bureaux de tabac? Les grandes surfaces restent ouvertes où s'entassent des milliers de personnes, mais les petits commerces de quartier, hors alimentaires, sont fermés. En quoi les petits commerces de quartier sont-ils plus susceptibles de transmettre le Covid que les grandes surfaces? Dans les grandes surfaces, les rayons alimentaires sont autorisés, mais les non alimentaires seront fermés. En quoi les rayons non alimentaires sont-ils plus susceptibles de transmettre le Covid que les rayons alimentaires? Qui et selon quels critères est habilité à définir ce qu'est un produit essentiel ou ne l'est pas? Les Français sont bouclés chez eux, assignés à résidence, mais les écoles sont ouvertes et les enfants, les adolescents vont et viennent de leur établissement à la maison, les parents sont confinés et prennent d'ailleurs les transports en commun. Donc, y a-t-il pire solution que d'exposer à la contamination des personnes entassées dans un logement confiné où entrent et sortent des enfants et des adolescents scolarisés? Erreur, aveuglement, c'est dingue. Enfin bon. Tout cela n'aurait guère d'importance si le gagne-pain, la raison d'être, la vie quotidienne de millions de Français n'était pas en jeu. Le même état d'esprit prévaut en permanence, expliquant par exemple la faillite des 80 km/h, de la taxe carbone, de la crise des gilets jaunes, etc., etc. Arrogance, mépris de la classe dirigeante, totalement déconnectée des réalités, qui prend les gens, les sans-dents, bien sûr, pour des imbéciles. Et ainsi, cette classe dirigeante creuse elle-même son tombeau. Nous sommes à la veille certainement d'événements dramatiques. Et puis, le rhume, la grippe saisonnière, change de nom, ça devient Covid. L'état d'urgence favorise le pouvoir en place qui peut donc tout faire et en même temps faire passer l'effondrement du pays pour mettre en place certainement par la suite le grand reset. Mais réfléchissez un peu, vous allez être d'accord avec moi. Il n'y a toujours pas de test, je crois, pour les voyageurs arrivant à nos aéroports, les frontières sont libres. On a continué à fermer les lits depuis le mois de mars. J'ai lu quelque part que les syndicats interdisent aux 3e et 4e années de médecine de venir en soutien à l'hôpital. Alors, c'est une politique de crise quand même. J'ai lu également, les syndicats interdisent qu'on fasse appel au privé. Est-ce qu'on est dans un pays communiste où la CGT tue l'économie en toute impunité? J'ai dit, les cliniques privées sont libres, ils ont annulé les opérations et ils attendent. Mais les malades, on préfère les envoyer en Aquitaine au départ de Lyon. Enfin, bref. Et ils ont interdit de distribuer la prime aux aides-soignants non titulaires en avril, alors que ces gens étaient venus aider en toute solidarité. Il y a plein de médecins spécialistes à la retraite, réservistes, qui ne sont pas sollicités. On peut rester sans voix, mais écoutez, mon niveau de compréhension arrive quand même à saturation. Sauf si vraiment ils veulent nous confiner, réduire nos libertés pour mieux nous manipuler et compter les prochains morts. Et puis alors, il me semble avoir vu passer un courrier, le professeur Parola de l'IHU de Marseille en avait parlé, et en fin de compte, Sanofi demandait à Véran l'autorisation de livrer la chloroquine à l'IHU, à Raoult. D'ailleurs, le même Olivier Véran disait hier matin à 8h sur RTL, 8h du matin, tout va bien. Et puis à 10h, entre-temps, il y avait une annonce d'un confinement, d'un couvre-feu, pardon, on s'y perd. Et à 10h du matin, il vous dit le contraire, que le confinement n'est pas respecté, qu'il y a trop de monde le soir, qui se baladent, avec des gens qui sortent du travail, parce qu'en fin de compte, si vous avez une attestation pour aller travailler, si vous terminez à 20h, à 20h30, vous êtes dans les rues. Et puis il y a des commerces ouverts, puisqu'ils ont le droit de rester ouverts, certains. Donc il veut rajouter, il remet 2 heures après, donc il change son fusil d'épaule et il dit qu'il faudra rajouter un couvre-feu à 21h pour que les commerces soient fermés. Donc effectivement, on apprend des tas de choses. Les agents immobiliers ont le droit de prendre des mandats pour vendre des appartements, mais n'ont pas le droit de les faire visiter. Alors, je reviens sur Castex et... comment dire, mais Castex, c'est l'employé du mois d'Amazon. Vous vous rendez compte, le chiffre d'affaires d'Amazon? Vous n'allez plus pouvoir acheter des paires de chaussettes à votre supermarché d'à côté. Vous aurez le droit d'aller au rayon papier toilette
et puis juste le rayon qui est 2 mètres à côté, où il y a un petit peu de mercerie et il y a un petit peu de sous-vêtements, eh ben vous ne pourrez pas. Voilà, hein. Donc, puisque là, si vous traversez l'allée, vous allez choper le Covid. Voilà, d'accord, ok. Ah, j'ai compris. Donc, on peut acheter du vin, hein, on peut se bourrer la gueule, mais acheter un livre et s'instruire, non, surtout pas. Hein. Puis, je me fais une réflexion quand même. On est des millions de Français qui vont devoir remplir des autorisations de sortie. Et puis, on a des centaines de milliers de personnes, des sans-papiers, on les appelle, des migrants, des sans-papiers, oui, qui se déplacent sur notre territoire sans être inquiétés. D'ailleurs, il me semble bien vous avoir dit que le tueur de Nice, l'assassin de Nice, avait été arrêté 2 jours avant, mais il était sans papier, on l'avait relâché. Voilà, hein. Donc il n'y avait pas moyen de toucher des sous, de lui mettre un PV, une contravention, donc il est reparti. Par contre, si vous, on vous chope, ah monsieur, vous n'avez pas de masque, ah monsieur, vous n'avez pas l'autorisation de sortie, pas de papier, pas d'Ausweis, allez hop, 135 €. Et puis réfléchissez quand même. Le gouvernement a suspendu les charges de beaucoup de petites entreprises, mais vous apercevez qu'en fin de compte, beaucoup de petits sont des auto-entrepreneurs qui ne payent des charges que sur leur chiffre d'affaires. Il n'y a plus de chiffre d'affaires, donc ils ne payent plus de charges d'office. Donc c'est pas besoin de faire de la communication là-dessus. Hein. Et puis on nous a dit, ah oui, on a accordé un prêt aux PME, aux entreprises, etc. Oui, d'accord. Mais ce prêt accordé au printemps, il va falloir commencer à le rembourser en début d'année prochaine. Mais vous le remboursez avec quoi si vous n'avez pas de chiffre d'affaires qui rentre, hein? C'est logique. Hein? Enfin bon, le chiffre d'affaires est à zéro, il est à zéro, il n'y a rien qui rentre. Enfin bon, laissez quand même les gens travailler. Hein? Et puis, ce qui est dingue, c'est tout le temps changer d'avis, tous les 2 jours, tous les 4 jours, toutes les semaines. C'est-à-dire toutes les boutiques ont pris des dispositions. Ils ont dépensé de l'argent hein, pour aménager les commerces, les restaurants, des plexiglas, on déplace les tables, on installe des terrasses, voyez, pour pas que les gens soient proches. Tout a été fait. Ils se sont ruinés à acheter des plaques, les caissières, etc. Voyez, pour éviter les projections, les contaminations, etc. Et une fois que les gars ont investi pour dire je dépense 1 000 €, 2 000 € d'équipement, mais comme ça je pourrais encore conserver un petit peu de chiffre d'affaires, ouvrir mon restaurant à midi, j'aménage mes horaires pour que les gens viennent au restaurant le soir à 19 h, comme ça ils partent tout de suite à 20 h 30, je leur mets une barquette avec leur dessert, et ils vont prendre leur dessert chez eux, voyez, pour dire au moins que ça paye le loyer, hein. On ne parle pas de gagner d'argent, mais de couvrir un peu les frais. Et ben ces gens, ils ont investi pendant 1 mois, et puis au bout d'1 mois, on leur dit « Oh, puis en fin de compte, ça ne marche pas, vous allez fermer carrément. Ah, mais vous avez du stock dans vos frigos, c'est pas grave, vous balancez, et puis on verra, peut-être qu'on vous laissera ouvrir un peu avant Noël, mais c'est tout, quoi. » Donc ils ont dépensé tout cet argent pour rien. Enfin, je trouve qu'il y a une certaine perversité, c'est pervers en fin de compte, on fait croire des choses à des gens et c'est quelle duplicité. Et puis quand vous voyez Castex sur TF1 dimanche 1er novembre qui nous dit « Ma méthode, ça a toujours été la concertation », mais c'est le petit dictateur de Matignon, hein, en plein marasme économique. Ces mesures, nous les prenons pour protéger les Français, oui d'accord. Il nous fait la guerre, donc, mais c'est pour notre bien. Hein. Voilà. Ils ont bien fracturé le pays, d'ailleurs. Et après, il nous dit il faut que nous soyons tous unis derrière nos valeurs. Nos libertés disparaissent les unes après les autres dans notre pays. Et le menteur de Matignon nous la joue, chef de guerre, défenseur des mêmes libertés. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit unie, soudée, fière de ses racines, de son identité, de notre liberté. Alors, il nous a bien dit, on ne pourra plus acheter ce que nous voulons dans les grandes surfaces, à part bien sûr la bouffe. Hein. Les produits non essentiels sont retirés de la vente. Hein. Enfin, bon, les petits commerces sont étouffés déjà depuis 1 mois, au moins pendant 1 mois, et puis les grands commerces, ils vendront que des produits alimentaires sur lesquels il y a relativement peu de marge, et puis des produits, disons, différents, non essentiels, on va dire, à ce qui paraît. Et ben voilà. Hein. Enfin,
Boulanger est ouvert, Darty est ouvert, la FNAC est ouverte. Enfin, cette liste des commerces ouverts a été établie par cette clique néolibérale au pouvoir dans un esprit très clair de destruction du tissu productif national. C'est quand même certainement l'un des seuls pays à avoir pris des mesures de répression, qu'on va dire, économico-sanitaires. Hein, voilà. Alors bien sûr, le job du petit détecteur de Matignon consiste à faire passer la pilule de la destruction économique aux yeux des citoyens. Et puis quelque part, comme par hasard, il y a un attentat qui tombe bien, et on vous parle de la 5e colonie islamiste. Moi aussi, je vous en parle, parce que, bon, voilà. Mais c'est... Enfin bon, il y a des mélanges, il y a des choses qui se passent, bon. Mais enfin, mon seul objectif, c'est l'économie. Donc, il y a des attentats d'un côté, voulus ou qu'on laisse faire pour détourner un peu l'attention, ça peut se faire aussi. Hein. Et puis, pendant ce temps, on étrangle les commerçants, on va prendre des mesures au niveau des banques, au niveau de la monnaie virtuelle, supprimer le cash pour mieux contrôler tout ce qui se passe. Voilà. Hein. Et puis de l'autre côté, vous avez donc cette épidémie où on vous affole, et en fin de compte, vous êtes tellement affolé, on vous donne tellement d'informations contradictoires, si vous voulez, qu'à un moment, vous ne savez plus où vous en êtes, et vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, pourvu qu'on vous laisse libre, et qu'on vous laisse sortir, et qu'on vous laisse respirer, et qu'on vous laisse un peu travailler. Hein. Donc on nous dit, il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. Voilà. Hein. Pour quelqu'un qui a déjà tué une bonne partie des commerces, oui, on va les soutenir massivement pour pas qu'ils ne mettent la clé, pour ne pas qu'ils mettent la clé sous la porte. Bien sûr, il va soutenir. Hein. Mais de toute façon, il y a tellement de dettes. Voilà. Les Français sont KO debout. Hein. Je dis à ces commerçants, à tous les autres, mieux vous respecterez les règles aujourd'hui, à tous nos concitoyens, mieux vous respecterez toutes ces consignes de sécurité sanitaire, plus vite nous pourrons sortir. Et les commerçants, ils ont fait ce qu'il fallait, je vous l'ai dit. Enfin bon. Cela fait des mois qu'on entend ce chant fallacieux, et les choses, comme par hasard, ne s'améliorent jamais, mais font entrer les Français dans un avenir de plus en plus sombre. Ceux qui promettaient la lumière au bout du tunnel sont également ceux qui maintiennent le peuple dans l'obscurité. Bien entendu, l'histoire des rayons non alimentaires, ça ne se justifie pas. Une fois que vous êtes dans le magasin, que vous rajoutez 2 collants et une paire de chaussettes en plus de votre lait, de votre pain et de votre fromage, franchement, c'est va entraîner encore la mise en chômage partiel de plusieurs dizaines de milliers de salariés sans aucune justification réelle, hein, et créer une totale distorsion de concurrence avec Amazon, au détriment, encore une fois, du commerce physique. Même si les grandes surfaces et multinationales françaises de commerce, j'apprécie peu quand même, hein, bien entendu, leur façon de faire, souvent au détriment des producteurs, des agriculteurs, mais il y a quand même des emplois. Je regrette que certains groupes s'arrangent pour ne pas payer beaucoup d'impôts en France, notamment Auchan, je crois. Hein. Les grands patrons, ils sont en Belgique. Mais moi, je pense à toutes les personnes qui vont se retrouver en chômage partiel, quoi. Je veux dire, les employés de libre-service, de grandes surfaces. Enfin bon. Alors que ce qu'on s'aperçoit, en fin de compte, on s'aperçoit avec cette politique économico-sanitaire, vous avez une destruction du tissu économique productif qui n'est pas essentiel aux banques mondiales. Hein. Tout est fait, en fin de compte, on bascule de l'économie réelle vers l'économie numérique. Et en fin de compte, toutes ces mesures profitent à quoi? Aux GAFA, Google, Amazon, etc., etc., etc. Vous avez une restriction des libertés. On entretient cette menace terroriste en contre-feu social. Comme ça, pendant ce temps, quand vous avez peur des coups de couteau, vous ne sortez pas, vous ne manifestez pas. Hein. Chômage de masse. Donc, du coup, vous êtes prêt à embrasser les pieds de votre patron tous les matins pour qu'il vous garde, hein, parce que le nombre de chômeurs aura doublé. Bon, évidemment, il y a
un accroissement délirant de la dette. Hein, voilà le programme que nous avons. C'est le menu, si vous voulez, du repas de Noël. Hein, c'est le menu du réveillon. Hein, du sang et des larmes. Voilà. Bon, écoutez, je vais finir sur ces bonnes nouvelles. Non, mais vous voyez, je veux dire, vous savez, quand vous avez confiance envers des dirigeants, vous suivez des consignes quand elles vous semblent sensées, etc. Et là, en fin de compte, c'est tout et son contraire depuis des mois. Et j'ai l'impression que, comme je dis souvent, ce n'est plus de l'incompétence, mais en fin de compte, effectivement, si on part sur des thèses un peu complotistes, mais en fin de compte, le complot, il est plutôt fait par les élites. Hein, les élites, ceux qui sont en haut de la pyramide, on profite de ce virus, voulu ou pas, mais ça arrange bien, parce qu'à un moment, ils récupéreront l'argent perdu sur nos économies. Hein. Vous savez que la France a beaucoup d'argent, les gens ont beaucoup d'économies sur les livrets, il y a des milliards et des milliards, et donc on peut ponctionner comme on l'a fait en Grèce ou en Crète, je crois. Vous voyez, voilà. Je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous présenter au distributeur avec votre CB, et ça marchera pas, vous aurez 20 ou 50 euros pour la semaine. J'en suis sûr. D'ailleurs, réfléchissez une chose, vous apercevez qu'on supprime, toujours dans l'objectif de supprimer l'argent liquide, on supprime les distributeurs de cash. Hein. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus de distributeurs qui fonctionnent avec les cartes bleues, les cartes bancaires, pour retirer de l'argent. Voilà. Ah, mais c'est simple, mais vous payez avec votre carte bancaire, vous allez chez le boulanger pour 2 baguettes, 2,20 €, et vous payez avec votre CB. Tout est tracé. Bientôt, on sait, le matin à 8h30, vous êtes allé acheter votre pain, ensuite vous êtes allé à la supérette, et ensuite vous êtes allé acheter votre paquet de cigarettes. Et on peut retracer vos journées. Voilà. C'est ainsi. Tel jour, vous êtes allé au travail. Moi, je vois bien. Google me dit, vous êtes allé à tel endroit, qu'avez pensez-vous, notez de 1 à 5 étoiles. C'est tout ce que je fais. Bon, ça ne me dérange pas. Mais je vais chez des clients, ça me dit, ou alors il suffit que vous vous garez sur le même parking qu'une grande surface, et il dit, ah, vous étiez à Carrefour, vous étiez à Grands Frais, que pensez-vous de ce magasin, et notez. Donc, vous êtes tracé. Voilà. Et puis après, bien évidemment, avec la carte bancaire, on sait ce que vous dépensez. Voilà. C'est la magie, hein, c'est la magie de l'informatique, la numérisation globale. C'est comme ça. Hein. On est vraiment dans un autre monde, et vous verrez, dans quelques années, je pense que les histoires de puces dans votre poignet, on y aura, ça sera tellement simple. Maintenant, on fait tout avec le téléphone, mais peut-être bientôt, il faudra avoir sur soi une puce qui vous indiquera que vous êtes à jour de vos vaccinations. Et la façon dont je vous le présente, c'est logique. Hein. Vous n'allez pas prendre des transports en commun si vous n'êtes pas à jour, vous risquez de contaminer les gens. Hein. Il y aura une méchante grippe, hein. Il y aura un méchant Covid qui aura muté, qui sera encore pire. Et voilà, ça peut paraître... mais si on regarde bien, si on vous avait dit ça il y a 2 ans, est-ce que s'il y a 2 ans, on vous avait dit ah, en 2020, vous aurez besoin de faire un papier, vous ne pourrez pas sortir de chez vous à plus d'1 kilomètre. Vous auriez dit, mais vous plaisantez, vous foutez de ma figure. Non, mais vous rêvez. En France, on a la liberté de circuler. Mais oui, voilà. Voilà. Hein, vous auriez dit à un commerçant, on va vous boucler votre commerce pendant des semaines et des semaines. Vous n'aurez plus le droit de vendre. Vous aurez le droit de continuer à payer votre loyer, mais vous n'aurez plus aucun chiffre d'affaires qui rentrera. Hein? Non, c'est pas possible. On n'est pas dans un pays communiste, on n'est pas dans un pays totalitaire. Je sais pas, mais ça y ressemble. Hein? Non, si vous commencez à réfléchir, vous vous demandez, certains ont compris où on veut vous emmener, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais c'est très très compliqué. Vous voyez? Bon, eh bien écoutez, on va retourner à nos occupations en écoutant un peu les infos pour voir si Trump remonte un petit peu. Mais enfin, c'est une histoire qui va traîner sur 2-3 jours, hein, parce que bon, les élections américaines, c'est quand même très très compliqué.
c'est très très mélangé. Et voilà. Hein. Et puis, ben, en attendant le prochain attentat, je reviendrai sur l'attentat de Bienne aussi, mais une autre fois. Hein. Là, je vous ai déjà tenu assez longtemps. Vous savez que la durée moyenne de mes vidéos durent au moins 30 minutes, et malheureusement, la durée de lecture de ces vidéos est en moyenne de 11 minutes. Voilà. Donc, c'est un petit peu décevant. Pourtant, j'essaye d'apporter des éléments de réflexion et des infos, voilà, qui... Mon but, c'est de vous dire, ah, c'est vrai, tiens, je n'y avais pas pensé. Enfin bon, allez, je vous laisse en tous les cas, vous savez très bien que je suis bloqué par Facebook, je ne peux rien mettre, je ne peux même pas mettre une photo d'un lapin ou d'un chat sur ma page Facebook, et donc je vous demande à tous de bien vouloir partager la vidéo, et puis surtout partager dans les groupes, parce que dans les groupes, il y a facilement 500, 600, 1000, 2000, 3000 personnes, et donc ça fait un peu boule de neige. C'est de cela dont j'ai besoin. Voilà. Bon, vous savez tout? Bon, et ben, je continue. On est d'accord? Je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup en tous les cas pour votre attention. Et puis, portez-vous bien. Soyez prudents quand même avec des gestes barrières, même si... Mais bon, prenez quand même un minimum de précautions. Allez, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. It's going. Woo!